Bonjour et bienvenue sur le podcast de TechInnov 2024. Pour cette 18e édition, l'unique rendez-vous business annuel dédié à l'innovation en France a décidé de donner la parole aux acteurs de l'innovation eux-mêmes. Dans cette série de podcasts, start-up, grands groupes, investisseurs et acteurs institutionnels se succèdent au micro de la CCI Essonne et de la CCI Paris Île-de-France, les organisateurs de l'événement. Dans cet épisode, nous allons parler de financement de l'innovation et par extension du financement des startups. Selon les sources, en effet, les chiffres 2023 ont montré un certain recul et d'aucuns n'hésitent plus à parler de crise de financement. Alors, est-ce réellement le cas ou la réalité est-elle plus complexe? Qu'en disent les principaux concernés, à savoir les investisseurs d'une part et les startups d'autre part? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. Alors, je commence par vous, Olivier Buisson, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes CEO de Carista. Donc, Carista, je le rappelle, c'est un fonds d'investissement français plutôt orienté sur le financement early stage et notamment dans les solutions de santé digitale. J'ai bien résumé? C'est ça. OK. À ses côtés, nous avons Vincent Terry, qui lui est COO de Ludocare. Ludocare, c'est une start-up spécialisée dans les thérapies digitales pour améliorer la santé des enfants atteints de maladies chroniques. Là aussi, est-ce que j'ai tout juste? C'est parfait. Vous me l'expliquiez. Je crois que en maladie chronique, pour l'instant, vous êtes très orienté sur une maladie en particulier, infantile. Exactement, l'asthme. C'est sur l'asthme, c'est bien ça. Ok, alors je viens de l'évoquer en présentation, les chiffres 2023 n'apparaissent pas très bons. Doit-on pour autant s'alarmer ou y voir peut-être, au contraire, la preuve d'une certaine maturité du marché? Et on voit ça avec vous, Olivier Dubuisson. Eh bien, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les levées de fonds continuent pour les fonds, en fait. Il y a eu à peu près 3,2 milliards d'euros levés par les différents fonds d'investissement. Et si on regarde par rapport à l'année précédente, évidemment, c'est un recul. Mais par rapport aux années pré-Covid, on est largement au-dessus. Puisque avant le Covid, on était autour de 1,2. Donc il y a eu un pic, effectivement, en 2021. Juste après le Covid, d'accord. Juste après le Covid, qui a un petit peu rattraper quelque part le retard qui avait été pris l'année d'avant. Mais si on regarde l'année 2023, c'est une année assez riche où il y a eu une trentaine de fonds levés. Donc en moyenne, ça fait à peu près 100 millions d'euros par fonds. Et ce qui est exactement le même montant que les années précédentes. Voilà. Donc il y a plus d'argent, il y a plus de fonds et chaque fonds a à peu près le même montant, c'est-à-dire 100 millions d'euros. En termes de nombre d'investissements, donc il y a eu à peu près le même nombre d'investissements en 2023. Là où il y a eu des différences, c'est sur les sorties. Il y a eu plus de sorties l'année dernière par rapport à l'année précédente. Par contre, les valorisations de sorties sont légèrement plus faibles. Donc on voit qu'il y a eu une année un peu folle en termes de valorisation sur les boîtes en 2021 qui est en train de se calmer et qui est en train de revenir à un niveau normal en 2022 puis 2023. Oui, donc une analyse plutôt positive, réaliste, non? Oui, ces chiffres viennent de l'industrie, parce qu'ils sont tirés du site France Invest. Donc ils sont disponibles sur le site. Absolument. Donc, d'accord. Du côté de chez Ludocare, alors, vous, c'est plutôt une illustration, puisque vous êtes une start-up, vous avez levé en 2022, on le rappelle. Quel est votre sentiment, justement? Est-ce que vous partagez le même optimisme qu'Olivier? Alors, on n'est pas en levée de fonds actuellement. On pourrait l'être à nouveau si on suit notre roadmap de développement. Si on donne un coup d'œil dans le rétroviseur en 2022, on était dans une situation post-Covid. L'idée est d'anticiper, en fait, finalement, vos levées de fonds. Les levées de fonds sont des roadshows qui peuvent durer longtemps. Ça prend un certain temps pour le nôtre. Donc, il faut bien être conscient des fonds dont vous avez besoin pour développer votre société et anticiper à juste titre pour pouvoir lever au bon moment et pas trop tard. Absolument. Ça peut arriver. Oui, puisque on en parlait en préparant cette émission. Effectivement, vous êtes, vous, dans un secteur très particulier, très réglementé, notamment dans la santé. Justement, voilà. Ces levées de fonds, comment ça s'anticipe quand on est dans un secteur tel que celui de Ludocare? La santé fait partie et la santé digitale en particulier font partie de ces secteurs où il est indispensable de démontrer la preuve
et la preuve clinique, si possible, de l'impact positif qu'on a sur les populations qu'on vise. Et ça nécessite des fonds, et souvent des fonds importants. L'étude clinique, ça prend du temps et ça coûte cher. Une fois qu'on a ça, on n'a pas tout. On a besoin d'une équipe robuste, donc on a besoin d'embaucher. Donc on a besoin de carburant, on a besoin de fonds, on a besoin de fonds d'investissement qui comprennent notre secteur d'activité, qui comprennent le niveau de risque afférent à ce secteur, et qui sont à même de nous accompagner dans notre développement. D'accord, mais alors, du côté de l'investisseur, donc je me retourne vers vous, Olivier, comment dire, est-ce que c'est un sentiment que vous partagez justement en fonction des secteurs que vous accompagnez? Ils ne sont pas tous au même niveau de maturité, comment ça se passe? Bon, une startup, c'est pas une PME, donc il n'y a pas forcément de business model préétabli. Donc nous, on connaît bien le secteur de la santé digitale, on a un fonds qui est dédié à ça, on est en train d'en lever un nouveau autour de la santé digitale et health tech. On connaît ces business models, on connaît les différentes étapes à franchir, et donc on est un peu en terrain connu, et donc on anticipe, si vous voulez, les besoins de financement des sociétés. Donc pour nous, c'est pas... à partir du moment où on investit dans une entreprise comme par exemple Ludocare, on sait à quoi s'attendre. On n'est pas surpris par les temps de développement, par les temps d'études cliniques, par les recrutements, par les besoins de financement. Donc voilà, donc comme c'est un secteur bien identifié chez nous, on a des gens qui sont issus de cet environnement, et donc on est capable d'accompagner les sociétés. Oui, voilà, exactement. Et alors, là, on parle donc de la relation entre l'investisseur et la start-up. Il y a aussi peut-être un écosystème géographique, régional, qui peut être intéressant. Donc là, je vais peut-être m'adresser à vous, Vincent, puisque vous, donc vous êtes à Lyon, je le rappelle. Vous êtes au cœur d'un écosystème, on va dire, médical, medtech ancien. Voilà, on va pas rappeler l'histoire médicale de Lyon. Est-ce que ça, pour vous, ça fait partie des clés de votre réussite? En tout cas, c'est un atout. C'est pas une condition sine qua non pour réussir. En revanche, effectivement, Lyon, comme vous l'avez rappelé, est un bassin historique de la santé. On a de nombreux laboratoires pharmaceutiques qui sont installés. On a des cancéropoles, on a des clusters comme Lyon Biopôle. On a depuis peu de temps l'Institut de formation de l'OMS. Si on s'éloigne un tout petit peu de côté de Grenoble, on va retrouver aussi des acteurs académiques, mais également privés dans le monde de la medtech. Tout ça fait que vous avez un écosystème. Le fait d'être dans un cluster permet de parler à des pairs et de pouvoir bénéficier par moment de leurs conseils, par d'autres de mise en relation. Donc c'est à nouveau pas quelque chose d'indispensable pour réussir, mais c'est favorable. Ça aide. En tout cas, voilà, c'est plutôt favorable. Alors, généralement, c'est aussi votre avis, Olivier? Ouais, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022. Et lui, c'est quelqu'un qui vient du sud-ouest, d'Agen. Et maintenant, évidemment, il a un institut d'optique. Et je lui ai dit, voilà, maintenant que vous avez le prix Nobel, est-ce que vous aimeriez retourner dans le sud-ouest? Et il m'a dit, surtout pas, quoi. D'accord. Parce que, voilà, je n'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait si je n'avais pas été dans l'environnement, sur le plateau de Saclay, pour réussir et à la fois rencontrer des gens, avoir les moyens de développer mes études et mon expérience qui m'a amené le prix Nobel. Et donc, pour rien au monde, je ne quitterai quelque part cet environnement. Et donc, on sentait dans ce qu'il nous disait que l'environnement, pour lui, c'était très important. Et ce qui est vrai pour le chercheur est également vrai pour le start-up. Exactement. Donc, voilà, donc vous êtes plutôt d'accord sur ce point. Alors, j'en reviens évidemment sur une question que tout le monde vous pose constamment. Donc, je le rappelle, vous êtes un fonds d'investissement, donc plutôt orienté early stage. Finalement, selon vous, quel est votre rôle auprès des startups et surtout de leurs dirigeants et de leur équipe dirigeante, on va dire? Nous, on a un rôle, je dirais, d'accompagnement. On a un rôle... En fait, un investisseur, quand il est un peu expérimenté, il a vu tellement de cas de startups qui réussissent, de startups qui ne réussissent pas. Et donc, du coup, on arrive à se faire une expérience sur les recettes, quelque part, même si j'aime pas trop ce terme, mais du succès, sur les choses qui effectivement fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien. Donc ça, c'est le premier, l'espèce d'alerter le dirigeant sur les écueils qu'il va
devoir franchir. Et puis, il y a un rôle aussi de mise en contact, de réseau. C'est-à-dire que nous, forcément, on connaît d'autres investisseurs, on connaît d'autres start-upers, on connaît... on a un rôle d'un peu disons, de mise en contact. Et du point de vue du fondateur, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir manager son investisseur. C'est-à-dire que l'investisseur, si on lui demande rien, il va pas se passer grand-chose. Et donc, il faut que le fondateur le sollicite, le manage, entre guillemets, même si on manage pas un investisseur ou un administrateur comme on manage une équipe. Bien sûr. Mais il faut lui donner un travail, en fait, quelque part. Même si, naturellement, c'est ça que vous dites. Voilà, il faut le solliciter. Oui, il faut le solliciter. Ouais. C'est comme ça que ça se passe chez Ludoka ? Oui, c'est comme ça que ça se passe. Les investisseurs sont des partenaires à part entière de l'entreprise. Et donc, il y a quelque chose qui est le propre de toute relation humaine, qui est la confiance. Donc, ça se gagne avec le temps. Mais une fois qu'on a une relation de confiance, comme tu le disais, Olivier, l'investisseur peut apporter un éclairage à ce côté positif d'être dans le même univers que vous. S'il est spécialisé. S'il est spécialisé, c'est le cas pour nous avec Carista. Donc, de voir beaucoup de dossiers, de voir des entreprises qui sont passées par des étapes où on devrait passer dans quelques mois. Et donc, ça apporte un angle de vue différent. D'accord. Et c'est souvent quelque chose dont parfois, et particulièrement quand on a des équipes jeunes, alors pas en termes d'expérience, mais en termes d'historique d'entreprise, on peut manquer. C'est-à-dire ce coup d'œil extérieur. Oui. On a souvent la tête dans le guidon, on a envie de faire avancer les dossiers. C'est souvent important, et ça peut être entre autres, pas uniquement, mais le rôle des investisseurs que de donner des perspectives, un angle de vue différent. Et parfois peut-être de garder les pieds sur terre aux start-upers, c'est ça. Parfois c'est difficile, justement. Pas chez nous, on a... On a les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Tant mieux. Alors donc là, on parlait donc plutôt de l'early stage, ce qui est encore votre cas, et en série A, série B, justement, est-ce que là, c'est intéressant de garder, si possible, des investisseurs un peu spécialisés, ou là, c'est vraiment le moment où justement, on va s'éloigner parce qu'on a pris aussi un petit peu, on a gagné en confiance. Je sais pas qui veut répondre. Il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui ont beaucoup souffert au départ, mais donc qui ont du mal à, entre guillemets, et qui se sont fait peur, donc qui ont du mal à investir l'argent qu'on leur confie. Et à l'inverse, vous avez des entrepreneurs qui, une fois que l'argent est levé, investissent peut-être trop vite, entre guillemets, dépensent l'argent trop vite, et donc quelque part, il y a une espèce de mix d'équilibre à trouver. S'agissant des tours pre-late stage, il existe des fonds spécialisés dans les tours A, les tours B, même les tours C. Et la plupart du temps, les investisseurs, ils investissent dans quelque chose qu'ils comprennent. Ils ont beaucoup de mal à investir dans un sujet où ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. Même s'il y a des fonds spécialisés historiques qui sont là pour, entre guillemets, les guider, vous allez avoir beaucoup de mal à faire venir un fonds généraliste dans une société hyper spécialisée, comme par exemple Ludoka. Donc de toute façon... les gens qui vont investir, je le souhaite, dans Ludoka, dans les tours futurs, forcément sont des gens qui connaissent le secteur. Absolument. Ça, vous êtes d'accord? Je pense que c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Oui, bien sûr. Et après, sur cette dimension internationale que vous évoquez, on revient aussi à des fondamentaux du business et de l'entreprise. Il y a aujourd'hui, dans une économie qui est globalisée, mondialisée, peu d'entreprises... qui ont pour vocation ultime d'être leaders sur leur marché et s'arrêter là. Donc, on a besoin aussi d'investisseurs qui nous accompagnent sur le développement international, qui peut se faire plus moins rapidement. Donc, des investisseurs français qui vous aident à lever suffisamment pour partir à l'étranger, ou des investisseurs étrangers qui vous aident à poursuivre. Oui, mais on en revient à ce qu'on évoquait. On a besoin de personnes qui comprennent notre business et qui nous aident à nous développer. Et finalement, c'est ça la clé du succès, à la fois pour lever et à la fois pour parvenir à ses fins. Voilà, c'est bien ça. Oui, en fait, surtout dans la santé digitale, c'est des sociétés qui ont au départ, en tout cas, très peu de chiffre d'affaires. Et dans la santé, d'une manière générale, c'est un système phasé avec des études cliniques et
le chiffre d'affaires ne vient qu'au travers de partenariats avec les grands groupes. Donc, il y a un besoin de financement qui est important. Oui. On est dans de la deep tech. Enfin, la santé, c'est une sous-partie de la deep tech. Oui. Et donc, il y a besoin de gens qui connaissent. Il y a besoin de gens qui ont les poches profondes. Dans les tours B, C, c'est pas rare dans la santé qu'on investisse des 50 à 100 millions d'euros dans les boîtes. Donc, il faut que la promesse aussi soit à la hauteur. C'est-à-dire que si on investit autant d'argent, il faut qu'à la fin, la société ait une valorisation supérieure au minimum à l'argent qui a été investi dedans. Donc voilà, il y a un espèce de calcul comme ça à faire en permanence. Exactement. Alors avant d'en arriver là, parce que ça, je pense que c'est le rêve de tout start-upper, bien évidemment, j'aimerais juste qu'on parle ensemble de la journée Tech Innov 2024. Donc nous sommes à Tech Innov aujourd'hui. À votre avis, donc, que peuvent en attendre les start-upers ou les start-up elles-mêmes, les investisseurs ou même les grands groupes qui sont présents? Comment vous voyez, vous, cette journée? Je vais commencer par vous, Vincent, en tant que start-upper, comment vous abordez cette journée Tech Innov 2024? Ouais. Ce qui est intéressant chez Tech Innov, c'est que c'est un endroit qui nous fait gagner du temps. Et du temps, c'est pas ce qu'on a le plus. C'est un rendez-vous business, donc vous avez la possibilité d'anticiper un certain nombre de rendez-vous et de rencontrer sur un même lieu à la fois des gens qui pourraient être des futurs partenaires, peut-être des futurs investisseurs. Il y a le côté également académique, institutionnel qui est important. Ouais. Donc ça fait gagner du temps. Pour le start-upper que vous êtes. Ouais. Ok, moi j'en suis à mon 15e, je crois, ou 20e Tech Innov. Ah oui, donc vous étiez dans les... Ah oui, je suis depuis le début. Vous avez lu. Donc moi, au début, j'étais simple directeur d'investissement, donc je cherchais des investisseurs, des projets. Des projets. Ça m'est arrivé de rencontrer des projets dans lesquels on a investi. D'accord. Donc on avait trouvé sur Tech Innov. Aujourd'hui, c'est plus un lieu de rencontre. D'accord. Moi, je fais partie d'un jury de sélection, donc je vais voir un certain nombre de sociétés. Et puis, ça me permet aussi de rencontrer des gens de la CCI, l'Essonne, que je connais depuis longtemps, qui font un super boulot pour l'organisation. Et voilà, on se rencontre aussi avec d'autres investisseurs, donc on partage des informations sur les dossiers. C'est une occasion aussi de nouer des partenariats pour nos propres levées de fonds. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'un investisseur, c'est pas son argent. Hein. Il doit lever des fonds, et donc il y a des gens que l'on peut aller voir et à qui on peut parler de nos fonds, de notre stratégie d'investissement, qui sont peut-être susceptibles d'investir dans nos fonds également. Donc c'est à la fois regarder pour investir dans des sociétés, mais en même temps regarder pour aussi lever nos propres fonds. Exactement. Donc a priori on vous retrouve en 2025. C'est sûr, forte chance. Ce sera avec plaisir en tout cas. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast de Tech Innov 2024. Merci Olivier, merci Vincent, et merci à tous de nous avoir suivis. Et surtout, restez à l'écoute de cette série de podcasts Tech Innov 2024. À bientôt.